la une ce soir, la floriculture en Côte d'Ivoire, la culture des fleurs, un marché rentable mais difficile. À quand la fin des mutilations féminines en Afrique? 27 pays africains élaborent une stratégie de lutte. Enfin, une liste de 8 candidats retenus pour l'élection du président de transition en Centrafrique. C'était le 19 janvier 2014. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. On les utilise pour aménager les maisons et les lieux publics. Les fleurs sont généralement associées à l'ornement, mais la floriculture, ou culture des fleurs, rencontre des problèmes en Côte d'Ivoire. Selon les floriculteurs, cette activité est marginalisée. Le point avec Dangui. Chargement de fleurs dans un camion au carrefour La Vie dans la commune de Cocody. Une bonne affaire pour Amindou, cultivateur de fleurs depuis 1987. On a ici, des fois on gagne, des fois on ne gagne pas. Des fois même pour gagner manger, même c'est difficile. Mais on a dedans. On tend les jours qu'on va gagner un peu. Lui et ses collaborateurs sont propriétaires de ce champ de fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes et de tous les prix. De quoi donner le choix aux clients pour qui la fleur a beaucoup de prix. Moi, les fleurs, c'est la beauté. J'aime beaucoup la nature. Quand j'ai des occasions, j'en achète pour embellir ma maison. Il faut agrémenter la maison avec des belles fleurs. Les fleurs apportent beaucoup de gaieté, de joie dans la vie. Les cultivateurs de fleurs se frottent les mains, convaincus qu'ils font un métier qui est en soi une source de bénédiction. Et les fleurs, c'est une chose qui est naturelle, qui donne la santé, donne manger aussi à l'homme. Il y a de l'air qui vient, il y a beaucoup de choses qui viennent dans les fleurs là, donc ça donne le bonheur. J'ai 4 enfants. Ma première rue, elle a eu beaucoup de 5 femmes, mais c'est avec l'argent de les fleurs. Et d'autres qui s'aiment un. Bon, tu vois, le but aussi, il fait le jardin, donc tu vois, suivi de ça. Les fleurs, selon une croyance bien répandue ici, apportent la poésie, la joie et la paix dans la vie de ceux qui savent les regarder et surtout leur accorder l'attention qu'elles méritent. Des pots de fleurs, là, si réel le matin, quoi, ça me donne l'envie de vivre, quoi. Je me dis quoi, c'est comme demain ça pousse, comme que c'est moi-même qui attends de pousser aussi. Aux alentours de la maison, même dans la maison, quand il y a des fleurs, ça rend l'espace encore plus génial, ça rend l'espace encore plus beau, plus agréable. Nous les Africains, on n'utilise pas très bien, sinon les fleurs de jardin, c'est bien pour se reposer. Mais les gens ne respectent pas les fleurs. Le problème, c'est que les cultivateurs de fleurs se sentent laissés pour compte et plaident pour plus de reconnaissance. Le cultivateur de fleurs, si ce n'est pas seulement au bord de la route, il n'y en a pas un fleuriste qui est bien installé sur une bonne surface. Je veux que au moins l'État prenne ça en compte, mais pour leur donner d'abord une confiance de travailler et puis pour que nos fils qui vont venir derrière s'intéressent aux fleurs. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Les brouettes, les pelles, les pioches. Et puis des fois aussi, on est là, on veut nous dégager un coup. On ne connaît pas où on s'en va. Et comment on va faire? Nous, on demande pardon pour qu'ils nous laissent. Et puis on va travailler un peu pour gagner notre vie. Si les cultivateurs de fleurs gagnent leur vie en cultivant des fleurs qui à leur tour apportent la joie de vivre dans les familles, ils actualisent ainsi la problématique de la disparition ou de l'absence de jardins publics dans les communes et villes ivoiriennes. Autre actualité, 27 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, mobilisés pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Les réflexions se tiennent actuellement à Abidjan pour intensifier la lutte. Les explications de Eric Goré. Les mutilations génitales féminines sont des pratiques répandues dans plus de 20 pays africains. Ce phénomène crée un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, la lutte s'intensifie à travers la sensibilisation. Plusieurs ONG sont engagées, dont la Fondation Guigui La Grande Espérance, qui fait de la lutte contre les mutilations génitales une priorité. Comment atteindre la tolérance zéro en Côte d'Ivoire? C'est le but de cette rencontre d'experts nationaux et internationaux sur la question. Cette rencontre d'échange va contribuer à freiner drastiquement la pratique en Côte d'Ivoire. Nous devons combattre, crier, parler, sensibiliser
amener nos parents des différents villages, des campements, à comprendre que ce sont des pratiques auxquelles on doit mettre fin. Pour l'imam Sissé Guigiba, organisateur de cette rencontre, plusieurs efforts ont été faits. Mais il faudra continuer la lutte. Il était difficile d'en parler il y a 15 ans, il y a 20 ans. Nous avons commencé à en parler depuis l'avènement de l'AIDF. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. On se cache pour pratiquer et les pratiques sont dénoncées. Les jeunes de l'époque qui sont aujourd'hui des adultes sont suffisamment sensibilisés et les femmes savent les conséquences à court terme, moyen terme et long terme qu'elles vivent. Ça promet que les objectifs qu'on s'assigne, zéro tolérance à la pratique de l'excision, va aboutir. Nous y croyons fermement. À la fin de cette rencontre internationale abritée par la Côte d'Ivoire, des résolutions ont été prises contre ce phénomène. Recommandons l'implication des médias modernes et traditionnels dans la lutte contre les mutilations génitales féminines pour qu'ils s'approprient ces questions et les poussent de leur propre initiative et de manière permanente. D'élaborer et de mettre en œuvre un plan multisectoriel accéléré de lutte contre les MGF avec les ministères en charge de la problématique des MGF. Pendant 2 jours, responsables d'ONG, agents de l'éducation nationale et des droits de l'homme ont pris part à ces échanges en présence de l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Sport, football, comment résoudre la crise au sein de la Fédération ivoirienne de football? 48 présidents de clubs réfléchissent à cette question. Les travaux se déroulent à Grand Bassam, dans la région sud du pays. Le point avec Aude Alégbé du service sport. Depuis la défaite de l'équipe nationale de football face à l'équipe du Maroc et la non-qualification des éléphants pour le mondial 2018 en Russie, certains présidents de clubs réunis au sein du G42 ont demandé la démission du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et son comité directeur. 48 autres présidents réunis au sein de la majorité silencieuse se sont manifestés. Ils ne s'opposent pas à une médiation pour la paix au sein du football ivoirien, mais tiennent à faire part de leur point de vue sur cette crise. Les présidents des clubs réunis soutiennent le maintien du président de la FIF et de son comité exécutif jusqu'au terme de leur mandat légal. Les présidents de clubs réunis encouragent les réformes nécessaires pour le développement du football ivoirien. Le porte-parole du groupement des présidents de clubs pour la paix, Blek Bailly, s'est également exprimé. Je demande personnellement pardon à mes collègues que je ne veux pas appeler dissidents. Pour moi, ils sont mécontents. Ils n'ont qu'à mettre balle à terre. On a un seul objectif, ramener la paix dans notre maison commune. C'est par défaut de communication que le groupe des présidents de clubs s'est fissuré. Les 76 clubs ont promis se retrouver pour débattre du football ivoirien. La crise que vit actuellement la FIF affecte-t-elle le football ivoirien? La Côte d'Ivoire, en tout cas, est éliminée du championnat d'Afrique des Nations 2018. Les éléphants locaux ont été battus hier par les Chipolopolo de la Zambie, 2-0. Les détails avec Samuel Metch du service sport. Après avoir emballé les 5 premières minutes de jeu avec Manassé, Sanogo Vieira et Togimel, d'abord à la 2e minute, et ce pénalty ou non de Fonsigno, les éléphants assistent impuissants au réveil des Chipolopolo dès la 8e minute sur ce contre bien mené qui trouve à la finition Augustine Kabasso Moulanga. 1-0. Au moment de la réaction ivoirienne, c'est plutôt une équipe de Côte d'Ivoire hésitante et peu sereine, avec un jeu haché qui a continué de subir la pression zambienne. La pause intervient sur cette avance des Chipolopolo. À la reprise, le 11 de Kamara Ibrahim semble avoir bien compris les consignes avec ce beau coup franc de Brou Manassé à la 48e minute, bien capté par le portier zambien. L'inexpérience des Ivoiriens va encore permettre aux Chipolopolo de trouver la faille dans la défense passive des éléphants. Et sur un exploit personnel, Moulanga inscrit son doublé à la 74e minute. Les carottes semblent déjà cuites pour la Côte d'Ivoire. Et malgré quelques changements, le jeu n'évoluera pas. 2-0 score final.
la Côte d'Ivoire rate son CHAN et ne verra pas les quarts de finale, sauf miracle. Un nouveau traité entre la France et le Royaume-Uni. Le document signé par Emmanuel Macron et Theresa May lors du 35e sommet franco-britannique vise à contrôler l'immigration et renforcer la gestion conjointe de leurs frontières. 2015, 2016 et 2017 sont les années les plus chaudes jamais enregistrées. C'est ce que révèle aujourd'hui un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale, une agence spécialisée des Nations Unies. Bientôt un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, marché commun pour les pays d'Amérique du Sud. Mais cette perspective fait trembler les agriculteurs français. Ils redoutent en effet un effondrement des prix dans un secteur déjà sinistré. La Centrafrique, secouée par une crise sécuritaire et humanitaire, le président de la République, Michel Djotodia, est poussé à la démission le 10 janvier 2014. Un nouveau chef d'État intérimaire doit être alors élu par le Conseil national de transition. Le 19 janvier 2014, le CNT retient 8 candidatures parmi les 24 dossiers déposés. Ami Koulibaly. Le Parlement centrafricain élit lundi 19 janvier 2014 un nouveau président de transition. Il devra tenter de pacifier un pays livré à une spirale de violence sanglante où au moins 50 corps ont été découverts dans le nord-ouest depuis le 16 janvier. Parallèlement, l'Union européenne devrait approuver l'envoi d'au moins 500 soldats européens en Centrafrique en soutien aux 1600 soldats français de l'opération Sangaris et aux 4400 de la force africaine. L'élection du président par le Conseil national de transition doit permettre de combler le vide laissé par la démission contrainte du président Michel Djotodia le 11 janvier, accusé par la communauté internationale de n'avoir rien fait pour arrêter les tueries interreligieuses. Sur les 24 candidatures déposées, seules 8 ont été validées par le CNT. Parmi les principaux candidats figurent notamment le maire de Bangui, Catherine Samba Panza, Sylvain Patassé et Désiré Kolingba, les deux derniers candidats respectivement fils des présidents Ange Félix Patassé au pouvoir de 1993 à 2003 et André Kolingba de 1981 à 1993. Autre personnalité retenue, Émile Gros-Raymond Nakombo, banquier proche de l'ex-président Kolingba, qui avait reçu le soutien de plusieurs centaines de manifestants rassemblés à Bangui. Les parlementaires avaient fixé des critères draconiens d'éligibilité, excluant beaucoup de monde. Les responsables politiques sous Djotodia, les chefs de parti, les militaires d'active et ceux ayant appartenu à une milice ou à une rébellion ces 20 dernières années. Le matin du 19 janvier, chaque candidat aura 10 minutes pour présenter sa profession de foi aux parlementaires avant leur vote à bulletin secret. La Constitution provisoire prévoit un seul tour de scrutin, le candidat arrivé en tête étant élu. Le nouvel élu aura la lourde tâche de pacifier le pays, de remettre une administration totalement paralysée en état de marche et de permettre aux centaines de milliers de déplacés de rentrer chez eux. Pour arrêter l'implosion du pays, le nouveau président aura peu de temps. Selon le calendrier de la transition, des élections générales doivent être organisées au plus tard au premier semestre 2015. Merci de nous avoir suivis.